Donc on a commencé la Haggadah et on a dit qu'il y a des... Avant de commencer la Haggadah, le Baal Haggadah, celui qui nous donne les ordres, il nous a dit Kadesh, fais le Kiddush. On a vu ça la semaine dernière. Urchatz, lave-toi les mains parce qu'on va manger le karpas. D'accord? Et le karpas, il y a plusieurs raisons au karpas. Première raison, on a vu, pour apprendre les lois de la pureté et de l'impureté, que quand on mange un aliment qui est trempé dans un conducteur d'impureté, et c'est le cas, parce que c'est de l'eau, on trempe dans l'eau, de l'eau salée, donc il faut se laver les mains avant, et comme c'est une soirée d'éducation, les gens qui connaissent rien me disent tiens, c'est marrant, je ne savais pas que dans le judaïsme il y avait ces notions de pureté et d'impureté. D'accord? Parce que c'est complètement farfelu. Je veux dire, j'ai des mains qui sont d'un 2e degré d'impureté, et donc elles vont transporter cette impureté dans le karpas, et quand je vais manger un aliment impur puisqu'il était trempé dans l'eau, parce qu'il a été plongé dans l'eau. Donc la première raison, c'est celle-là, pour poser des questions de pureté et d'impureté. Deuxième question, c'est pour étonner les enfants, tout le monde connaît ça, mais aujourd'hui on ne les étonne pas parce à l'école ils apprennent ça par cœur mieux que vous. Donc ils sont très très forts dans toutes les lois de Pessah, mieux que les parents et mieux que les grands-parents. C'est fini là, les enfants abrutis qui ils sont plus forts que vous, et c'est eux qui vont vous dire n'oublie pas de mettre le sel dans l'eau, puis c'est écrit qu'il faut tremper le karpas dans l'eau salée. Troisième raison, c'est que dans la suite du Seder, dans le repas qu'on va manger, après avoir mangé le pain, on va manger du maror, des herbes amères. Et comme on va manger des herbes amères, il y a une question qui se pose: doit-on faire la bracha sur les herbes amères ou pas? Est-ce que ça fait partie du repas ou pas? Alors il y a des gens qui disent ma pitom. Moi jamais j'aurais l'idée d'aller manger une salade sans vinaigrette et sans moutarde et sans truc. Donc c'est un truc bizarre. Donc c'est sûr que je fais une bracha dessus. C'est inattendu. En plus, je ne mange pas ça avec du pain. Donc c'est évident que je devrais faire la bracha dessus. Et les autres décisionnaires, ils disent mais bien sûr que non, on ne fait pas la bracha. Tu t'es assis à table le soir du Seder pour manger du maror. Tu le sais très bien, a priori. Tu sais très bien que ce soir tu vas manger des matzot, du maror, des herbes amères, et comme Mashiach va venir, du korban à la fin. Grillé, bien grillé. D'accord? Il faut y croire, non? Si vous n'y croyez pas, c'est pas la peine de... Non, c'est pas la peine d'avoir écouté la paracha de la vache rousse Shabbat, si vous n'y croyez pas. Personne n'y croit d'ailleurs, parce que tout le monde se dit ça fait tellement longtemps qu'on nous bassine que le Mashiach va venir, il ne viendra pas. C'est faux. Si une chose doit arriver, il faut bien qu'elle arrive. Quand vous attendez un autobus, si la ligne elle est normale, plus le temps passe et plus il risque d'arriver. Si c'est un truc aléatoire, comme le loto, c'est pas obligé que vous gagniez. Le bon Dieu, peut-être, il veut pas vous faire gagner, c'est pas son programme. Donc là, tu peux dire, c'est pas parce que j'ai gagné, que j'ai pas gagné, que je vais gagner. Ça peut rien vouloir dire du tout. Il y a des gens, ils ont joué des millions toute leur vie, et ils n'ont jamais gagné. D'accord? Donc, ce qui est aléatoire, c'est pas obligé d'arriver. Mais ce qui est sûr, d'après nos prophètes et nos sages, et notre maître le rabbi en dernier lieu, qui nous dit c'est bon, c'est sûr que ça va arriver. Donc si déjà ça doit arriver, que ça arrive maintenant, quand on a besoin. D'accord? Donc, tu vas manger du maror, tu le sais très bien, donc tu ne fais pas la bracha. Donc comme on ne sait pas s'il faut la faire
ou ne pas la faire. Alors, avant de manger le pain, on mange le karpas. Parce que c'est aussi, c'est la même bracha que le maror. Boré péri à Adama. Et quand tu manges le karpas, tu manges un tout petit morceau et tu penses à quitter le fameux maror du repas. Alors, maintenant, comme a dit un certain élève intelligent, il m'a dit tous les gens qui connaissent rien, ils font le seder comme des singes. Comment ils font ils ont bien fait. Ils ont bien fait sans savoir pourquoi. Ce qui est écrit dans le seder en chinois, en français, en espagnol, c'est écrit on prend un petit morceau de karpas et on dit bon, ratagem, repas. Donc tu suis comme une machine à laver, tu comprends rien comment ça marche, mais tu suis les instructions. Elle a une question à poser. Alors les auditeurs, écoutez. Il faut que ce soit lié avec ça. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Non, parce que le Maroc, par exemple, nous, qu'on a l'habitude de prendre le réfort. Attendez, on n'en est pas là encore. Mais si, on parce est que au pour la bracha, on parlait de la bracha du Maroc. Voilà. Mais le réfort, c'est une racine, on est d'accord? Tous les réforts que les sages vont nous imposer, le réfort, c'est la Mishnah qu'on parle. Il y a 5 réforts, on va en voir. Il y a 5 marors, on va voir. On n'est pas là encore. Oui, mais ça veut dire... Mais tous les 5 sont de toute façon Adama. Il n'y a pas de maror à Etz ou chez Akol. Les 5 sont des légumes, des légumes amers. Automatiquement, des légumes amers. Les racines aussi, c'est Adama? Tout, c'est Adama. On va le voir quand on va y arriver dans quelques minutes. Donc, maintenant revenons à notre karpas. Le karpas, il y a des gens, les Alsaciens par exemple, les Allemands, ils mangent du persil. Ils prenaient du persil, Adama, et Allah. Le persil, Petrosilia. Voilà. Les Russes, qui n'avaient rien à manger, les pauvres, rien à bouffer, à part la patate et l'oignon, ils prenaient de la patate ou de l'oignon. Mais ce qui est complètement farfelu. Parce que l'oignon, il faut être russe pour manger ça cru, c'est dégoûtant. Moi, quand je mange de l'oignon, je mets dans une salade, avec la tomate, quelque chose. Ou la patate, c'est un légume qu'il faut cuire pour manger, donc c'est pas vraiment formidable. Mais comme ils n'avaient rien, ils n'allaient pas... Et qu'il y a écrit karpas, c'est un légume qu'on veut, alors ils prenaient la patate ou le truc. Mais dans le harizal et les poskim, ils disent le karpas, c'est le céleri. Comme son nom l'indique. Et d'ailleurs, il est vert, comme le karpas de la Megillat Esther. Il est vert et il se mange cru. C'est haut, donc tu prends des petits morceaux. En plus, il est facile à nettoyer, il n'y a pas de verre. Tu peux bien le laver. Un petit morceau, l'éplucher, tchic-tchac, un petit morceau. Tu coupes des petits morceaux pour ne pas avoir la valeur d'un gros morceau. Et il dit en plus le Harizal que le karpas, c'est la gematria des rigueurs. Donc il y a dans le soir du Seder, quand on commence le Seder, on est abruti. On est dans ce qu'on appelle mochin de katnout. On a l'esprit fermé. On est étriqué de cerveau. D'accord? Parce qu'on est en galoute. Étriqué de cerveau. Donc, on est dans mochin de katnout, ça s'appelle. L'esprit étriqué. D'accord? Et à quoi on doit aspirer? Avoir l'esprit large. À la mochin de Gadlout, pour que, quand Dieu va se dévoiler à minuit, on soit large d'esprit. Et en hébreu moderne, d'ailleurs, quand quelqu'un est étriqué, il est, comme on dit, psychorigide, ou il a du mal à comprendre les choses élémentaires, quoi.
peut répéter 100 fois, il ne comprend pas. On dit, celui-là, il a mochin de Katnout. D'accord? On utilise une expression de Kabbalah. Oui, on dit, ça va, il est un peu étriqué, il est mochin de Katnout. D'accord? Et on dit que le Karpas, c'est mochin de Katnout. D'accord? Et c'est les rigueurs de Katnout. Dans la vie, il y a des rigueurs et des bontés. Alors, il y a des fois des rigueurs gentillettes et des rigueurs plus dures. Quand quelqu'un il comprend vite, alors on lui donne des rigueurs gentillettes, on lui fait chut, nous, hop, ça suffit. Une rigueur, ça suffit. Mais quand il ne comprend pas, on lui envoie Staline et en avant, je te mets Hitler et je te mets le goulag et je te mets les Cosaques et je te mets l'Inquisition jusqu'à ce qu'ils comprennent. Donc tout est crescendo, comme on dit chez nous en italien, crescendo. Ça monte. Donc on commence par le Karpas. D'accord? Et on le mange, tout le monde, hommes, femmes, enfants, tout le monde mange le Karpas. Et donc tout le monde s'est lavé les mains avant. Après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on coupe, on casse la matzah du milieu. Vous savez qu'il y a 3 matzot qui correspondent aux 3 patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et il y a 4 vers qui correspondent aux 4 matriarches. Eh, vous ne saviez pas? Les 4 vers, l'homme, il est du côté droit, il est blanc, c'est la matzah. La femme, elle est du côté gauche, elle est rouge, c'est la rigueur. Donc il y a 4 verres de vin, rouge de préférence, qui correspondent à Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Donc on a à notre table les patriarches et les matriarches. C'est pas de la rigolade. D'accord? Donc comme on a les 3 matzot qui sont les 3 patriarches, ou alors si vous voulez mieux le Kohen, le Lévi et Israël, dans tous les cas de figure, la matzah du milieu, c'est les rigueurs, c'est le Lévi ou Yitzhak. Et donc, quand il y a trop de rigueur, il faut casser. Comme le khatan, sous la choupa, qui casse le verre. Sinon, les gens disent, tout le monde est heureux, on oublie le Beth Amikdash. Alors, à l'époque, on prenait un vase, carrément, et on faisait honte, enfin, on faisait de la peine aux gens, on leur enlevait leur joie exubérante de Khatan Kala, et on cassait un énorme vase. Aujourd'hui, on n'est plus plaisantin, on achète un verre à 4 shekels, de préférence cassable, il vaut mieux éviter un Duraex, il vaut mieux un verre cassable, sinon le Khatan risque de se casser le pied avec. D'accord? Donc et à Sukkot, on fait pareil. On secoue les haravot par terre. Avant la fête de Simchat Torah, tout ça c'est pour atténuer les rigueurs. Pourquoi? Parce que quand Dieu donne, il donne brut. Donc ça peut des fois être trop fort. Comme le déluge. Le déluge, c'était pas de la pluie, c'était des torrents d'eau. Donc ça noyait le monde. Maintenant, quand vous avez de la pluie, c'est des petites gouttes. C'est des flaques coupées en petits morceaux pour que ce soit supportable. Vous ne risquez pas de vous noyer sous la pluie. Alors que vous risquez de vous noyer sous le déluge. Donc la même chose. On dit l'abondance qu'il va y avoir ce soir-là, une influence très grande de force divine. Donc il faut casser les rigueurs. Donc on prend la matzah du milieu, Yitzhak ou Lévi, et on la casse pour briser les rigueurs. Et en même temps qu'on brise les rigueurs, on va régler la question que la matzah s'appelle le pain de misère. Or, le miséreux, il n'a pas les moyens de s'acheter un pain entier, il s'achetait 2 tranches.
les pauvres, ils achetaient un morceau de pain, pas un pain. À l'époque, les gens étaient malheureux, donc ils achetaient, avec un peu d'argent, ils achetaient un petit morceau de pain. Donc là, les Chachamim nous ont dit, comme tu vas manger le pain de misère, il faut que ce soit la moitié d'un pain. Donc le vrai pain de misère, c'est la matière coupée en deux qu'on va manger. D'accord? Donc on fait exprès de la casser avant. Voilà, vous avez compris? C'est nous qui faisons l'opération de la casser. Le gros morceau, on le va laisser de côté pour manger à la fin du repas. Ça s'appelle la ficomane. On le mange à la fin de repas avec le Korban Pessah cette année. Amen. Hey! Avec le Korban Pessah et le Hamba. On fait un shawarma avec le Korban Pessah à la fin du repas. Il y a une dame qui m'a dit, je veux pas que ma chère vienne parce que j'ai horreur de l'agneau. Mais j'ai dit, écoutez madame, vous ferez avec. On va pas vous demander votre avis. Surtout que si ma chère vient, les goûts vont changer. Donc tous les idiots qui font vegan, qui mangent pas de viande, c'est un kavod de manger un agneau. C'est pas les gauchistes évidemment, vegan et machin. Il y avait des idiots qui nous critiquaient à cause des caparottes de poulet. Alors je leur ai dit bande de menteurs. Tous les gilets que vous avez sur vous, c'est fait en Chine par des pauvres esclaves qui travaillent pour 5 $ par mois. Et ça, vous n'avez pas honte de le mettre sur le dos. Ça ne vous dérange pas d'esclavager des gens. Et pas parce que nous, on va tuer des poulets qu'on va manger, ça, c'est pas bon. Jetez-moi ces tricots. Mettez des tricots à 500 $ faits à la main à New York. Non, vous préférez des trucs faits au Bangladesh et en Chine à 5 $ par des pauvres enfants esclaves. D'accord? Je leur ai mis un smash, comme on dit chez nous. Donc, Bekitso, cette dame, je lui ai dit, écoutez madame, dès que ma chère vient, le goût change. Donc vous reprenez le goût à l'agneau et au mouton et vous serez plus vegan. Parce qu'elle mange que des amandes. Que des amandes. Des steaks d'amandes, des trucs d'amandes. Et le docteur a dit, madame, vous êtes en danger parce que trop d'amandes, c'est pas bon non plus. Il faut varier la nourriture. Bon, Bekitso, donc on garde le gros morceau pour la fin. Ça s'appelle le dessert, afikoman. Et le petit morceau, le rhum, soit vous le laissez entier, soit vous le coupez en 5 petits morceaux. Je m'excuse, le contraire. Vous prenez le grand morceau, vous le coupez en 5, et vous le planquez, la ficomane. Et le morceau, le demi-entier, vous le gardez pour motzi dans quelques instants. C'est bon, vous suivez ou vous avez du mal? Non, c'est bon. Vous avez l'habitude, non? C'est pas la fin du monde. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, alors maintenant, les séfarades, les Tunisiens, ils font etmol. Etmol, aynu abadim, ayom kebenechorin, Ashanaba, d'accord. Et les Marocains, ils font Bibilou yatsanu mitzrayim. D'où vient ce minagim? Bibilou, ça veut dire là, en panique. C'est la Haggadah du Rambam. Rambam, il commence comme ça, la Haggadah de Pessah. Bibilou yatsanu Misraïm. Alors les gens, comme ils comprennent rien, ils disent Bibilou. Bibilou yatsanu. Mais en réalité, non. C'est Bébéhilou. Ça veut dire bébé Allah. En panique, nous sommes sortis d'Égypte. D'accord? Et les Tunisiens, ils font etmol, et hier nous étions, etc. etc. Mais non, moi je leur apprends au séfarade parce qu'ils ne savent pas. Vous savez d'où vient ce minagim? Ça vient que dans la vie, soit tu te soumets aux 10 séphirotes de la Kedusha, la Chokhmah, la Bina, le Da'at, le Chesed de Dieu, les attributs de Dieu,
qu'il nous a donné à travers sa Torah, ou tu te soumets aux 10 couronnes de l'impureté, des forces du mal. Donc c'est à toi de choisir. Comme on dit chez nous, comme tu veux, tu choisis. Ou tu veux t'alimenter aux forces du mal, ou tu veux t'alimenter aux forces du bien. On ne peut pas faire 5 et 5. Et voilà, la plupart des gens, ils aiment bien avoir le derrière entre deux chaises. Le libre arbitre. Voilà, c'est libre arbitre, c'est très mauvais. Parce que si tu as le derrière entre deux chaises, le bon Dieu, il t'envoie le veau d'or. Dans le veau d'or, ils étaient un peu le bon Dieu, un peu l'idolâtrie, un peu l'idolâtrie, un peu... D'accord? Comme disaient les gens d'avant, un peu le bon Dieu, un peu moi. Je partage un peu. On dit, ça ne marche pas, ça, il faut trancher dans la vie. Ou tu es avec Dieu, ou tu es avec le diable. C'est ça, pas tarder. D'accord? Donc les séfarades, ils disent, mais ça y est, ce soir, on est sous l'emprise de Dieu. Donc on se met sous le plateau. Le plateau, c'est les 10 séphirotes. Les 3 matzot, c'est Chochma Binadat. L'os, c'est le chesed. L'œuf, c'est la rigueur. Et si on est méritant, c'est le korban chagiga. C'est le côté gauche. Le maror, c'est tiferet, équilibre. Le charoset, c'est la victoire, c'est le mortier. Le hod, c'est le karpas, c'est la splendeur. Le chazeret, qui est le maror, ça correspond au maror exactement l'un en dessous de l'autre. C'est Yosef par rapport à Yaakov. Et le plateau, ben c'est David, c'est la malchoute. Donc tu te soumets aux 10 sphirotes de Dieu et les gens ils baissent la tête et on fait passer le plateau comme ça autour. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en fait c'est une profession de foi que nous ne voulons plus être sous la domination des 10 forces du mal et que nous voulons être sous la domination de Dieu et de sa tribu. Ils font pas le truc sur la tête. Moi je le fais parce que ma femme elle veut faire bibilou, ma grand-mère elle veut les faire être molle, et les invités ils adorent ça, et mes enfants ils rigolent, tout le monde est content. Les enfants ils sont Lubavitch, ils font pas. Eh ben qu'ils ne fassent pas, qu'est-ce que je vous fasse? C'est pas écrit dans la Haggadah, c'est le minag qui s'introduit. Et c'est un minag kadosh, puisque vous voyez, je vous explique, c'est que même les gens ils ne savent même pas pourquoi. C'est très très riche. Vous avez compris? Alors, pardon, si c'est 3, ça fait 9, il manque une, c'est Fira. Chom Abinadat et les 6. Chom Abinadat, Chesed, Voa Tiferet. 3. Chom Abinadat, c'est les 3 patriarches. Chesed, c'est l'os. Oui, c'est Abraham Avinu. Il y a les 6 à droite. plateaux et les 3. À gauche, c'est l'œuf, si on n'a pas Mashiach. Si un Mashiach est là, c'est la Chagiga. Au milieu, c'est le Maror, c'est Yaakov Avinu. À droite, en bas, vous avez le Charoset, c'est le mortier, c'est Moshe Rabbeinu. À gauche, vous avez le Hod, c'est la splendeur, c'est Aaron HaKohen. Au milieu, en bas, vous avez Yosef Hatzadik, juste en dessous de son père Maror. Ça s'appelle Chazeret, d'ailleurs, c'est la même chose. Oui. Et le plateau, ça veut dire... Il faut goûter. Il faut goûter. Le plateau, c'est David Ameller. C'est la 10e Séphira. C'est joli? Oui. Vous ne saviez pas, hein? Voilà. Et après... Et bien après commence l'opération qui s'appelle Magid. Magid, c'est le plus long, c'est le récit de la Haggadah, auquel tout le monde est tenu, hommes, femmes, enfants, vieux, jeunes, patients, impatients. Alors les femmes ne sont pas obligées de lire tout, elles peuvent écouter un morceau, les miracles, les différents aspects.
Donc elle peut se lever, touiller la soupe, revenir, changer la couche du bébé, il y a toujours quelque chose à faire. Mais au moins écouter un peu de Haggadah, quoi. Ne pas être déconnecté de la Haggadah. Et la Haggadah termine avec la bracha Gal Israël, avec le deuxième vers, que tout le monde doit boire. D'accord? Ça s'appelle Magid. Vous suivez, hein? Oui. Après, vous avez l'opération suivante, ça s'appelle Rochza. Ça veut dire, lave-toi les mains encore une fois. Mais cette fois-ci, pour manger du pain. D'accord? Pour manger le pain. Le pain pour la matzah, quoi. Ben oui, le pain azim. Pas le pain Hametz. Le pain azim, qu'il soit matzah molle, matzah dure, matzah carré, matzah ronde, comme vous voulez. La matzah shmura, surveillez bien comme il faut. Donc tout le monde va se laver les mains avec la bracha, et après, tout le monde s'assoit, et le chef de famille, qui a donc les matzot devant lui, il fait motzi. Alors il prend les 3 matzot, c'est les 2,5 ça veut dire. Ouais. Il prend les 2 matzot et demi qu'il a dans les bras, il fait un motzi lechem min haaretz, il lâche la matzah d'en bas, il lâche Israël, la dernière matzah, il lâche Yaakov, et il garde l'entière d'en haut et la demi cassée. 1,5 là. Et il fait deuxième bracha, seul bracha de l'année, bracha d'Hashem, Hachem qui est à l'achilat matzah. C'est la seule fois de l'année, tant que Mashiach n'est pas là, où on est obligé de manger quelque chose de spécial. Tout le reste de l'année, on n'est pas obligé. Toutes les années, quand on vous dit tu dois manger, bah, tu peux manger du pain ou pas du pain. Ah oui. Tu peux manger du pain complet ou pas complet. Tu peux manger du gâteau, peu importe. Là, c'est un aliment spécifique qui s'appelle la matzah, sur laquelle on fait la bracha de la matzah. Et on ne l'a fait que ce soir-là. Pas tous les autres jours. Si que Dieu ne plaise, quelqu'un n'a pas pu manger la matzah le premier soir. Soit il n'était pas là, soit il n'avait pas de matzot, soit il était en prison, ce que je sais moi, et il va manger de la matzah en semaine. Et bien il ne pourra pas faire la bracha à la chilat matzah. Il ne fera que la bracha de motzi. La bracha de la matzah, c'est que le soir du seder, depuis les 3 étoiles jusqu'au petit matin. D'accord? Ça s'appelle motzi matzah. Alors le chef de la famille, il prend donc un morceau d'en haut, un morceau du milieu, et il se mange les 2 quantités de kazaït. Et chaque convive, On rajoute du paquet. homme, femme ou enfant, on lui rajoute du paquet. Ou alors, nous, on fait comme ça, on donne des petits sacs, comme ça, chacun, il a la quantité dans son sac, et il n'a pas de problème. Maintenant, la quantité, c'est quoi? Alors, il y a des rigoureux qui mangent mamash 27 grammes, donc 27 grammes multiplié par 2, comme un pain normal, 27 grammes. Et il y a les Bekilim, le Rav Meshach par exemple, il dit 9 grammes. C'est rien du tout. Il y en a d'autres, le Rabbanout a dit 15 grammes. 9 grammes, 15 grammes, jusqu'à 27 grammes. C'est vraiment pas la fin du monde. Voilà. Pourquoi? Parce que la Torah n'est pas faite pour les anges. Elle est faite pour les êtres humains. Et les gens, ils ont du mal à manger de la matzah. Ouais. C'est pas évident. 27, ça fait Donc, en plus, il faut la manger à couder. Alors, si tu dis 9 grammes, c'est rien du tout, 18 grammes. C'est facilement jouable. Maintenant, si tu veux faire le rigoureux de manger 2 fois 27, ça fait quand même une demi-matzah. Ça fait quand même... Il faut se la farcir quand tu n'as rien mangé toute la journée. Ah, d'accord. Surtout que tu mets pas de sel, tu mets pas de poivre, tu la manges crue, quoi. D'accord? 27 grammes pour vous, ça fait un quart de matzah. Les grandes Voilà. matzahs, ça fait un quart.
Ah, pour moi, c'est pour... Il n'y a pas de problème. Le soir du CDR, vous avez le droit d'utiliser une machine. Faut peser. Une balance. Mécanique, mais évidemment, pas électronique. Oui, oui. Balance mécanique. Ils vendent ça partout parce que ça marche bien. Ça fait marcher le commerce. J'avais pensé. Mais le truc, vous mettez dedans et vous avez le... On a le droit, c'est pour faire une mitzvah. Mais dans le Rav Shlomo Zalman Auerbach, à la Vachalom, dont c'était la Ascara cette semaine, lui il dit, les gens qui regardent la montre, il y a des litaïm, ils ont une montre, un timing, comme les sportifs, pour mesurer 4 minutes. Oui. Parce que le temps le plus fort, c'est 4 minutes. Il regarde il dit, il faut surtout pas faire ça. Parce qu'au lieu de penser à la kavana de manger le pain de Dieu, le pain de la foi, tu es en train de t'occuper de regarder l'horloge. Donc au lieu de te concentrer sur la mitzvah, tu te concentres sur un détail. Surtout qu'en fait, comme disait Fernand Reynaud, combien de temps le canon, un certain temps. Voilà. Tu dois faire d'après ton temps à toi. Si tu mets 10 minutes, eh bien mets 10 minutes. Si tu mets... Prends ton temps. Tais-toi surtout. Commence pas à dire elle est bonne cette année. Oui, mais elle est chère. Hein. Non. Ferme-la. Ne parle ni avec ta grand-mère, ni avec ta voisine. Ne commence pas à raconter ta vie. Tais-toi et mange. Finis ton morceau. Pourquoi vous riez? Parce que c'est du vécu. Les gens ils sont obligés de faire leurs commentaires sportifs là. Ah, elle est chère cette année. Non, mais elle est bonne. Oui, mais elle est tendre. Moi, j'ai acheté à Ocheran. Non, j'ai acheté à Rami Lévy. Oh là là, oh, tais-toi, ne parle pas et mange. Dites-moi à voix haute. Les femmes, on a le droit de... Les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde, allons accoudés, mange. Ah, même les femmes. Même les femmes. Le Tosfot, il dit, à l'époque, les femmes, c'était des femmes esclaves, maintenant elles sont libres. Donc les Cléopâtre et tout le monde, elles mangeaient allongées carrément. Chacune était allongée comme les princes romains. Bon, je ne sais pas comment ils faisaient pour manger, c'est pas très agréable de manger allongé, mais... Donc nous, on est des gens un peu plus comment on dit, un peu plus esclaves, donc on mange simplement accoudés. Maintenant, pourquoi accoudés? Pourquoi accoudés? Parce que le bon Dieu, vous avez entendu parler du bon Dieu? Il a créé l'homme, l'individu l'a créé avec l'œsophage devant, qui fait passer la nourriture, et la trachée artère derrière, qui sont des vertèbres, des ossements durs, derrière et devant. Et entre les deux, vous avez la glotte. Vous avez la glotte au fond du palais. Alors, quand vous mangez, la glotte ferme la trachée artère pour pas que l'air passe et que la nourriture passe dans l'œsophage, pour que ça passe bien. Et quand vous parlez, la glotte se ferme de l'œsophage et c'est là l'air de la trachée artère qui passe. Mais dans le soir du CDR, il y a écrit Pessah. Pessah, ça veut dire la bouche qui parle. C'est-à-dire que c'est le seul soir de l'année où vous devez parler en mangeant. C'est un gros problème. Si vous parlez en mangeant, vous risquez d'avaler de travers. Qu'est-ce que ça veut dire avaler de travers? Que lieu que la nourriture aille dans l'œsophage, elle va dans la trachée artère. Et vous vous étouffez. Donc, comme le bon Dieu est intelligent, il a créé dans la trachée artère le côté droit. Il est direct vers les poumons. Le côté gauche, il fait un coude. Donc si vous mangez sur le côté gauche, si par hasard vous avez parlé pendant que vous mangez,
vous toussez, ça ressort tout de suite. Parce qu'il y a le coude qui empêche. Et si vous mangez sur le côté droit, tout de suite dans les poumons, et vous étouffez. Donc les Kharamim, ils ont dit, penche-toi vers le côté gauche. Donc quand les gens ils disent les femmes ne doivent pas se pencher parce que c'est un peu vulgaire, c'est pas vulgaire d'abord parce qu'on n'est pas allongé comme Cléopâtre, on est simplement un peu penché, et c'est beaucoup plus sûr pour éviter d'avaler de travers. Vous avez compris comment le bon Dieu il est intelligent? Et en plus vous avez fait un cours d'anatomie, que vous n'auriez pas pensé à ça. Non, je ne savais pas. Ben, si vous venez ici, c'est pour apprendre ce que vous ne savez pas. Moi, je sais, et je répète, tous les jours les mêmes choses. Ça rentre d'une oreille, ça ne sort pas. Il y en a qui écoutent, il y en a qui n'écoutent pas. Mais mon travail, c'est de répéter, sempiternellement. D'accord? Mais les élèves, ben, il faut qu'ils apprennent quelque chose. Et donc, tout le temps, ils doivent apprendre du nouveau. Voilà. Donc, on mange. Donc, c'est pour ça que les femmes aussi doivent se taire et ne pas parler et manger le temps qu'il faut pour manger les 2 kazetim. C'est mieux 2 kazetim. Alors si quelqu'un ne peut pas 2, bah au moins 1. Mais comme je l'ai dit, le shiur du Rav Meshach, c'est 9 grammes. C'est pas la fin du monde de manger 2 kazetim. Et pourquoi on diffère? Pourquoi on ne dit pas 27 comme le pain? Parce que la matzah, il n'y a pas de boule, il n'y a pas de bulle. C'est que de la matzah. Il n'y a pas d'air dans la matzah. Quand vous mangez du pain, il y a toujours des bulles, il y a toujours de l'air. Prenez une tranche de pain de 27 grammes, écrasez-la. Vous allez voir que ça ne fait pas beaucoup la densité est très faible, parce qu'il y a plein d'air. Mais dans la matzah, toute la particularité de la matzah, c'est de ne pas avoir d'air. Donc la densité est beaucoup plus forte. Donc 9 grammes suffit à correspondre à un kazaï. Vous avez compris? D'ailleurs, ça pose un problème parce que dans l'année, pas pendant l'année, dans la semaine, si vous mangez de la matzah, donc vous voulez manger de la matzah, vous êtes obligé de faire motzi. Vous ne pouvez pas faire maisonnote comme dans l'année, si vous voulez manger de la matzah. Vous pouvez faire maisonnote parce que c'est craquant. C'est un craqueur là, dans l'année. Donc, les Ashkenazim qui font motzi, c'est un problème. Parce que c'est en général craquant. La matzah craquante, là, qu'on achète, quoi, la plate, quoi. Hein? Même pas shmoura, les matzot qu'on achète, elles sont en général plates et craquantes. Pourquoi? Parce que, non, même les pas machines, les mains. C'est très plat et c'est très craquant. En Tunisie, et chez les séfarades d'aujourd'hui de Bukharim, ils avaient des matzot. En Tunisie, il y avait des matzot d'un monsieur qui s'appelait Zarka. Sinon, on faisait la maison des matzot. Et alors, c'était très épais. C'était très épais. Parce qu'ils les mangeaient fraîches. Quand vous mangez frais, c'est pas bon, c'est un peu élastique. Mais c'était frais. Donc ça pouvait se manger. Mais quand elles arrivaient chez les particuliers, après 1 heure, 2 heures, la matzah fraîche, elle devient dure comme la pierre. Vous n'avez pas remarqué les gens qui vous font des falafels et des shawarma. Quand vous regardez dans le magasin, ils mettent les pitotes dans un foulard. Parce que ça sèche très vite. Les pitotes, ça sèche très vite. Les lafas, ça sèche très vite. Alors, à plus forte raison, quand il n'y a pas de levure, vous êtes... Après 1 heure, elle se devient dure comme la pierre. Et donc, les matzot zarka qui mangeaient en Afrique du Nord, comme elles arrivaient quelques jours après la fabrication, donc elles étaient épaisses et immensément dures. Il fallait les tremper dans l'eau. Carrément, sinon elles étaient immangeables. On les faisait à la maison, ma mère. Voilà, ils les faisaient au jour le jour. Voilà. Les gens, ils avaient leur four, ils faisaient leur matzot eux-mêmes.
C'était tout un travail. Mais nous qui mangeons du matzot, ashkénaze, hyper fine, ben oui, c'est plus facile à manger, c'est des crackers. Alors, pour vous rigoler. Mais pourquoi les matzot ashkénazes se sont imposés? C'est parce que plus la massa est épaisse, et plus elle est dangereuse. Plus elle est fine, et plus elle risque de pas... Alors, comme les gens ont perdu la technique, en Europe, ils ont perdu la technique, donc après le Baal Shem Tov, ils ont dit, arrêtez de faire des épaisses, faites des fines, c'est moins dangereux. Mais dans les maisons où ils avaient leur matzot, ils faisaient tchik-tchak, ils avaient la compétence. Donc ils mangeaient tchik-tchak, et ils mangeaient le jour même, et on peut continuer. C'était mou. Vous avez compris? Donc nous qui mangeons des matzot fines, si nous mangeons dans la semaine de la matzah, ben il faut faire attention, parce que si tu n'en manges pas beaucoup, tu dois quand même faire Birkat Hamazon, puisqu'on a dit le kazaït, il est beaucoup plus fin. Donc si tu en manges dans la semaine, il faut faire attention à bien manger une quantité suffisante pour faire le Birkat Hamazon. D'accord? Voilà. Après avoir fait cette opération Motzi Matzah, on prend le maror. Alors maintenant, le maror, nous dit la Mishnah, il y a 5 marors qui correspondent crescendo. C'est de plus en plus amer. Le plus gentil des marors, c'est la laitue, qu'on appelle en hébreu, qu'on appelle en araméen, on appelle chassa. Chassa, c'est la laitue. L'utuga, ils disent. L'utuga, c'est la laitue. Elle est la moins amère de tous. D'accord? Les feuilles sont un peu amères et le milieu pas trop. C'est le maror le moins dur. C'est-à-dire quand tu n'es pas trop méchant, Dieu il te fait la vie amère, mais avec pitié, quoi. Chassa, ça veut dire chasse. Il a pitié de toi. C'est pour ça que les séfarades, ils ont choisi la chassa. Parce qu'ils disent, on veut bien des punitions, mais douce, gentillette. Pas trop fort. Ne tape pas trop fort, bon Dieu. Donc, la laitue, c'est la première parce qu'elle est la moins méchante. Au-dessus, vous avez le réfort. Le réfort, il est déjà plus dur à avaler. Même si vous le faites moulu comme il faut, il est quand même, comme son nom l'indique, c'est quoi réfort? Radis fort. Dans les légumes, comment on dit, de la rigueur, vous avez le navet, le kohlrabi, voilà, et le réfort. Tous ces légumes-là sont du côté gauche. Le radis, tout ça, c'est du côté gauche. Et le réfort, il est très fort, radis fort. Donc c'est déjà une rigueur plus embêtante. Parce que les Ashkénazim, ils disaient, comme on a l'habitude d'être tapé par les Cosaques et par les nazis et machin, frappe-nous un peu plus que la chassa. D'accord? Après vient l'endive. Endiva. En espagnol, c'est endiva. C'est l'endive. Qui ne se retrouve que dans les pays froids. Donc en Europe, ils en mangeaient beaucoup parce qu'ils pouvaient en avoir. Mais dans les pays chauds, il n'y a pas. Ici, ils font venir des endives, ça coûte 20 shekels très cher ici. Parce que c'est dur à faire pousser, il faut des cavernes, des citernes fraîches, voilà. L'endive. Après, vous avez de plus en plus amer. Vous avez comment on appelle ça, la frisée, la salade frisée. Et la 5e, c'est le vermouth.
Le vermouth, c'est-à-dire l'absinthe. L'absinthe, c'est immangeable. C'est pour ça que les Italiens, ils mettent ça dans le martini, ils font du vermouth. Martini Cinzano. Donc vous voyez bien que là, donc ça correspond aux 5 rigueurs, Ben oui. les 5 rigueurs de plus en plus fortes. Je connais l'absinthe. Vous avez compris? C'est pas 5 rigueurs équivalentes, c'est de plus en plus crescendo. Les Sfaradim, ils ont dit, Khassa, ne nous embête pas trop, la laitue douce, c'est bon. Mais nous, les Chabad, on prend les deux. On prend la Khassa et le réforme. On fait le mariage entre les Sfarad et les Ashkénazes. Maintenant, les gens qui n'ont pas confiance, ou qui n'en trouvent pas, par exemple ceux qui habitent en France ou en Hollande, ils prennent des endives. Les endives, c'est très facile, parce qu'il n'y a pas de surveillance. Il n'y a pas de verre, il n'y a rien, c'est blanc. Vous le lavez bien, c'est bon. Mais la coutume, c'est salade, ou réfort, ou les deux. D'accord? Maintenant, donc, comme ma chère va être là, donc le Maror, le Maror sera d'Oraïta. D'accord? Sera d'Oraïta, puisque il y a écrit dans la Torah, Al Maror ou Merorim Yochlu, vous mangerez le korban avec les herbes amères et la matzah. Donc il faut manger de la matzah, des herbes amères et du korban, d'après la Torah. Donc si Mashiach est là, donc on mangera du maror d'Oraïta, donc un shiur de 27 grammes. Donc si vous mangez du réfort, ou des endives, ou de la salade, peu importe, il faut qu'en tout il y ait 27 grammes. C'est vrai, il faut 27 grammes. Si Mashiach n'est pas là, Khalila vechas, Chassa, c'est la Chassa, Dieu a pitié de nous, eh bien vous mangerez qu'un shiur réduit de 19 grammes. Un petit morceau, ça veut dire. Et alors, la coutume de Am Israël, c'est de tremper le maror dans le charoset, qui était à quelle place dans le plateau? Où il était dans le plateau, on l'a vu tout à l'heure. Oh, si vous êtes des bonnes élèves ou des cancres. À droite, en bas, exactement. En bas à droite. C'est Moshe Rabbeinu. C'est le mortier. Alors, à l'époque du Beth Amikdash, le charoset, c'était fait comme du hamba, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire piquant. C'était piquant, comme on met dans le... Quand vous mangez un shawarma ou un falafel, vous voyez, vous mettez dans la pita, vous mettez de la salade, vous mettez... Alors, ils mettaient du piquant. C'était le hamba. C'était du charoset fort. Pourquoi? Parce que ça servait à tuer une espèce de bête qu'il pourrait y avoir dans le maror. Ça l'a tué, ça faisait se sauver. Mais maintenant, aujourd'hui, les Kharamim, ils ont dit, la galoute étant tellement dure, la charoset, il faut la faire avec les fruits de Shirachirim. Les fruits qui sont cités dans le Cantique des Cantiques, à savoir les noix, les dattes, la poire, la grenade. Vous avez compris? La pomme. La pomme, vous avez compris? Et la noix. Donc le charoset, on le fait comme ça en général. C'est une recette. Recette. Pomme, poire, date, grenade. D'accord? Et à la fin, avant de le servir, on met du vin. On met du vin. Tout ce qui est cité comme compliment dans Shirachiri. Alors, il faut faire attention. La mitzvah, c'est de manger du maror, pas de manger du charoset. Alors, la plupart des gens, ils aiment bien le maror, mais ils le noient dans le charoset. Et il faut surveiller à la mitraillette que les gens, ils secouent le charoset, que ça n'ait pas le goût du charoset. Parce que sinon, vous faites
À la khilat maror, je mange une herbe amère, mais elle n'est pas du tout amère. J'ai plus de charoset que de maror. On la connaît, on les connaît, les gens. D'accord? Et si vous avez mangé plus de charoset que de maror, c'est une bracha pour rien. Donc il faut, après, moi je fais du charoset, après je dis aux gens, après quand c'est avant le repas, vous pouvez manger une salade entière, ça ne dérange pas. Mais au moins pour la mitzvah, il faut manger le marron. D'accord? J'avais un élève, je lui ai dit bêtement que le rabbi sans dents, le rabbi n'avait pas de dents, et il mangeait le réfort sans le couper, sans le moudre. Vous savez ce que ça veut dire? Il saignait des gencives tellement. Et pleurait comme une madeleine. Le réfort, pas coupé. Oh, il va voir. Non, c'est pas de réforme. Alors, si vous le coupez. Hein? Oui. Ah, ils font pas vos enfants, ils font les Lubavitch. Ben voilà. Donc, alors, les gens normaux, ils le font moulu. Eh ben oui, il faut râper. Mais alors, lui, mon copain, enfin mon ami, je lui dis, le rabbi mange, tu sais, sans truc. Il m'a dit, moi, je ne le veux pas râper, je le veux comme ça. Mais je lui dis, tu vas être malade. Il m'a dit, non, je veux faire comme le rabbi. Il a voulu faire coulo rabbi. Il s'est mangé le réfort comme ça. Il a fallu que j'appelle l'ambulance. Il a failli mourir. Mais alors, tellement c'était fort. Je lui ai dit, arrête de faire le malin. Non, mais un peu, avec la salade, c'est pour, il faut que tu en fasses un. Il voulait manger comme le rabbi, comme ça. Et quand il n'est pas moulu, moi quand je le moue, je le mixe. Ça prend 10 secondes. J'ai les yeux qui pleurent en feu. Et je bouge vite avec un tupperware pour pas que les odeurs s'en aillent. Ça brûle les tupperwares. Ça Brûle les tupperwares. Ça veut dire ça brûle le tupperware. C'est stocké dans un récipient plastique. Le plastique, il devient brûlé. Non, pas une heure avant. On fait ça le matin, on fait ça juste avant. Mais ça fait quand même, je sais pas, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mon père le faisait à la maison, il avait un truc comme ça, vous voyez. Après, il y a eu Moulinex, donc on n'a plus besoin, on fait chac. Moulinex, en 30 secondes. Mais il n'y a rien. Il ne se passe rien. Peut-être vous, chez vous, je n'ai pas dans votre effort à vous. Mais dans mon effort à moi, il perd un peu de sa force, c'est tout. Alors, des fois, il en reste. Alors, on fait avec la mayonnaise. On mange avec la salade. Bon. Bekitsu. Donc, on mange le marron. Et cette fois-ci, on ne s'accoude pas. Parce qu'on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Si tu prends des coups, le marron, c'est les herbes amères. Tu peux pas dire je suis un homme libre. Tu n'es pas un homme libre, tu prends des coups. Donc tu manges le réfort, le marron, droit. Et après, ça vous intéresse ou pas? Oui. Ah bon, ça vous passionne? Oui. Ah bon. Après, qu'est-ce qu'on fait? On mange le korer. Le korer, c'est... Bravo! Nous avons des talmidei chachamim à cette table. Comme la soirée de la Haggadah, c'est une soirée d'union. Donc on fait comme les chachamim et comme Hillel. Les chachamim, ils disent, il faut manger matzah, maror et korban. Dans le désordre. Dans l'ordre. De la matzah. Après du maror, et en fin de repas, du korban. Hillel, du temps du Beth Amikdash, il disait non, moi je mange tout en même temps. Je fais un sandwich de pita. Pita matzah, bien évidemment. Pita, je mets le korban dedans, je mets mon hamba dedans, un peu d'harissa, des herbes amères, et je mange mon sandwich. Comme ça, il faisait Hillel. Alors, si Mashiach est là, on fera comme ça. Sinon, on mangera de la matzah avec du marron. Et on le trempera un peu dans le charoset.
On fera et on dira, comme vous avez dit brillamment, ainsi faisait Hillel du temps du Beth Amikdash. Bravo! Une fois qu'on a fini ça, eh ben on débarrasse la table, on enlève les verres, les assiettes pleines de vin et tout le balagan qu'il y a eu, et on met la table. Les assiettes, les salades, tout ce qu'on va manger à la table. Ça s'appelle Shulchan Orer. La table dressée. Quand on a fini de manger, vous mangez le msouki, il y en a qui mangent de la soupe, il y en a qui mangent, ce que je sais moi, de l'agneau, de la tête, et ce qu'il faut manger, c'est l'œuf. L'œuf qui est sur le plateau. Comme on n'est pas en France, il n'y a pas un deuxième jour, il n'y a qu'un jour. Donc on mange l'œuf. On prend le coupe, on le casse bien sûr, on le coupe et on mange. Mais avant, nous, on fait la spana pour les gens qui ont jeûné. Pour les gens qui ont jeûné, parce qu'il y a le jeûne. Ah, le jeûne est Non, il n'y a pas cette année puisque le jeûne il est avant. Parce que voilà, cette année c'est Shabbat. D'ailleurs, il fait ça, donc on ne jeûne pas, on jeûne bien avant, voilà. Bravo! Donc on mange le repas qu'on a l'habitude, les mets traditionnels de chacun. Et pour terminer, on mange tsafoun, c'est-à-dire le morceau d'afikoman qu'on avait caché. C'est pas la fin du repas? Ben, c'est maintenant. Ah d'accord, c'est la fin du repas. À la place, vous mangez de la pastèque si vous voulez, de la glace, de l'ananas, ce que vous voulez comme dessert. Et après, pour finir, vous mangez un morceau d'afikoman. Et si ma chère est là, avec le korban, qui aura été bien grillé depuis la sortie de Shabbat. D'accord? Les gens, ils n'aiment pas tellement ça, parce que à la fin du repas, les gens modernes, à l'époque, ils mangeaient à la fin du repas des poulets, du faisan et du chevreuil. Ils mangeaient comme... Il y en a dans la Gemara, ils mangeaient 16 poulets en dessert. Oh là là. Ah ouais, je sais pas comment ils faisaient. Hein. Nous, on préfère une bonne tranche de pastèque ou une bonne glace au chocolat. Ah oui. Mais on te dit, ce soir, c'est pas le moment. Ce soir, il faut manger la ficoma. D'accord? Donc, on mange la ficoma. Alors, tous les gens, ils essayent de se dérober, d'ailleurs. Ouais. Ils font semblant qu'on ne les voit pas. Ils veulent essayer de manger le minimum d'afikoman. Et moi, je les surveille avec le fouet. Tata Germaine, l'afikoman. Ah, mon fils, j'ai plus faim, je t'en supplie. Tata Germaine, tu manges le kazaït qu'il faut. Et si ils ne sont pas délicats, 2 kazaïtim. En dessert. Et à coudée, hein. Ah, c'est à couder? Bah oui. Il ne faut pas l'oublier. Une fois qu'on a fini, on fait Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, donc chacun à nouveau, on amène les verres et on sert à chacun et à chacune le verre de vin. Le 3e verre. Alors il y en a qui n'arrivent plus, ils prennent déjà du jus de raisin. Ah oui. Oui, ils vont au vin à 5 degrés, ou alors ils essayent de prendre une petite quantité, mais ils n'arrivent pas. Et pourtant, il faut boire le verre entier. Le 3e, 80. 86 millilitres. Ça s'appelle Bérach, ça s'appelle le Birkat Hamazon. Tout le monde a un verre devant lui et tout le monde boit le verre. Une fois qu'on a fait Bérach, un des convives se lève, il prend une des bougies de la maman qui a allumé, ou peu importe, une bougie qu'on allume en plus, il sort ou dans la rue, ou sur le palier, parce que des fois c'est compliqué de sortir de la... Je connaissais quelqu'un à Paris, 14 étages il descendait. J'ai dit, t'es fou. Comment tu remontes après 14 étages? Après la matzah et le truc, tu peux pas. Nous, on se reste pas la tête à Jérusalem, on ouvre la porte de l'entrée,
Très souvent, c'est le voisin qui vous dit ça va, je craque ça va. Alors qu'à l'époque, c'était risqué, c'était les Cosaques qui risquaient de t'attraper là. Hein. Tu ouvres la porte, du CDR, on avait peur. Surtout que pendant l'Inquisition, les Juifs traîtres qui étaient avec le Torquemada, ils disaient à Torquemada, ce soir, ils font le CDR. Donc ils font semblant de se convertir au christianisme, en vérité ils sont juifs et tu vas les choper ce soir. Et donc ils tapaient aux portes et c'est comme ça qu'ils attrapaient la plupart des gens. On a oublié tout ça, hein? Nous on est des bourgeois. Et on ouvre la porte, c'est monsieur, ou un arabe en face, ou un noir en face, ou un chinois en face. Il faisait bonne fête monsieur, bonne fête monsieur. Mais à l'époque, ça pouvait être un cosaque ou un truc. On rigolait pas. Moi, je connais à Paris des gens, c'est des gens de couleur qui habitent en face. Ils leur souhaitent bonne fête, ils leur donnent leur ramesse, et après, c'est là, des amis. Et quand vous habitez Jérusalem, vous avez carrément un chassid en face. Alors, c'est pas vraiment un grand héroïsme d'ouvrir la porte. Et pourquoi on ouvre la porte? Pour dire jette sur les nations qui n'ont pas cru en toi ta colère. Et c'est en réparation de l'erreur de Yaakov Avinu. Vous connaissez un peu le judaïsme, non? Pas trop? Pas, hein, Cloum? Quand Yaakov Avinu, notre patriarche, il a reçu les brachot, d'accord? Son père lui a donné les brachot, c'était le soir du Seder. Il lui avait fait le Korban Pessah et le Korban Chagiga pour qu'il mange son père. Et il lui a donné les brachot. Et il a donné du vin, des 4 coupes. Il a fait le Seder comme il faut. Maintenant il a béni, il lui a dit toutes les brachot sont sur toi. Ton frère n'a rien. Bye bye. À cet instant même, l'autre arrive, Esav. Il arrive avec des chiens. Comme il n'avait pas pu trouver des bêtes à égorger, et je ne peux pas donner à mon père rien. Donc il lui a fait des chiens. Il lui a fait shrita de chiens. Il a donné 2 chiens, cuisinés à la thaïlandaise, je ne sais pas comment il a dû faire. Et il voulait lui donner du chien. Donc comme il avait les 2 plateaux dans la main, il donne un coup de pied dans la porte. Lui, Yaakov, au lieu de se mettre devant lui et dire « Mon mec, tu n'as plus de brachot, j'ai tout pris, ça ne sert à rien de rentrer. » Il a eu peur de son frère, il s'est planqué derrière la porte. Et il a failli se prendre la porte dans la figure. On dit « Tu n'as pas honte. Tu viens de recevoir tous les brachot, que ton frère n'est rien et c'est toi qui as tout. Et tu as peur de lui encore. » Donc il faut faire tikkun de ça tous les ans. Donc on ouvre la porte pour réparer ce que l'erreur que Yaakov a fait. Et on dit jette. Pardon? Et on dit la phrase forte, c'est que dans la Gada. Jette sur les ennemis qui n'ont pas cru en toi. C'est pas pour recevoir Eliyahu Hanavi? Pardon? On ne reçoit pas Eliyahu Hanavi quand on ouvre la porte? Oui, aussi, oui, bien sûr. C'est ça, c'est Eliyahu Hanavi. C'est pas gênant. D'accord? Donc c'est le tikkun de Yaakov. Après on se rassoit, on sert le 4e verre et on fait le Hallel. Le Hallel et le Nishmat Kol Chai, c'est très long, donc il ne faut pas s'endormir. En général, les gens sont déjà hors service. Il y a 2 ou 3 survivants qui sont à balbutier les... Hashem Kitov, il est en phrase d'eau. C'est la guerre, quoi. Et toi, tu fais de la Hashem Kitov pour que les gens se réveillent, mais des fois, c'est pas très utile. Non. Et les gens, ils sont tout contents quand ça finit. Et tu lèves le verre et tu fais la bracha et tu bois ton verre. Accoudé. Et après, l'opération la plus facile, c'est de dire Nirtza.
Nirtza, c'est simplement de dire le Shana Rabba, Birushalayim, le Shana Rabba, Birushalayim. Hey! Vous avez compris? Maintenant, le rabbi, il dit, il ne faut pas dire le Shana Rabba, Birushalayim à Benouya. Il ne faut pas dire l'année prochaine à Jérusalem construite. Pourquoi? Parce qu'il dit l'Agada commence par un même, Manishtana. Manishtana, qu'est-ce que ça change ce soir? C'est un même ouvert. Il est ouvert. Il y a un trou. Et ça termine par le Shanaba Birushalayim. C'est un même fermé. Oui, parce que Ça veut dire que quand je commence le Seder, toutes les forces du mal peuvent rentrer dans ma vie. Donc c'est ouvert. Le même est ouvert. Et quand je finis le Seder, je suis immunisé. Je n'ai plus, tout est fermé, on ne peut plus rentrer dans, me casser les pieds. Je suis Yerushalayim, fermé dans la Kedusha. Voilà. C'est bon? Alors, donc, si ma chère ne vient pas, Chaz v'shalom, eh ben, tout ce que j'ai dit, les gens me diront, oh, il a raconté n'importe quoi encore une fois celui-là, et l'année prochaine ils vont rigoler de moi. Donc il n'est pas question que le bon Dieu nous déçoive. Donc il va nous récompenser et nous délivrer. Amen.